Eh bien, bonjour à toutes et tous. Voilà, je suis ravi de vous voir si nombreux aujourd'hui pour ce bel événement. Donc moi, je suis responsable du Club de la durabilité et je vais avoir le plaisir de vous présenter, de vous résumer eh bien, le rapport de cette année. Donc c'est le fruit d'une réflexion collective de tous les membres du club depuis un an. Et je vais d'abord me permettre de vous dire quelques mots sur le club. Donc le club, c'est un réseau d'entreprises qui a été fondé en 2018 à l'initiative de HOP. Et nous avons aujourd'hui 35 membres actifs avec une grande diversité de tailles, de secteurs d'activité, de positionnement sur la chaîne de valeur. Mais toutes ces entreprises diverses ont en commun d'œuvrer pour l'allongement de la durée de vie des produits et ont l'ambition de contribuer à la transition vers des modèles économiques plus durables. Et c'est là toute la raison d'être du club, c'est de pouvoir fédérer et constituer cet écosystème dynamique d'acteurs de l'allongement de la durée de vie des produits à travers plusieurs grands objectifs. Premièrement, celui d'être un lieu d'expertise, de développer vraiment une expertise très forte en interne, de pouvoir permettre à chaque membre de consolider ses démarches pour la durabilité, de monter en compétences. Cela passe notamment par la maîtrise des enjeux réglementaires et de l'évolution de la loi en France et en Europe. Cela passe également par le fait de favoriser les synergies, les liens entre ces acteurs engagés et enfin de communiquer, de valoriser les initiatives positives. Cette expertise, on la doit non seulement aux compétences internes des membres, mais aussi grâce à des intervenants de qualité qui viennent régulièrement échanger avec les membres. Donc on a la chance d'avoir des élus, des élus locaux, des parlementaires français ou européens, également des acteurs institutionnels, des acteurs de la recherche, qui viennent partager leurs travaux avec les membres du club pour nous éclairer sur des sujets liés à l'économie circulaire et la durabilité. Et ces rencontres, on veut les faire aussi également de manière conviviale, dans la bienveillance. Donc on organise des after-work, des séminaires de terrain où on se rend au sein d'une entreprise du club pour approfondir un enjeu sur lequel elle travaille en particulier. Et ce sont des formats qu'on a à cœur de multiplier, puisque tout en gardant un haut niveau d'exigence et d'expertise, on souhaite aussi le faire de manière bienveillante et conviviale. Donc cette année, nous avons pu plus particulièrement nous intéresser à la thématique de la sobriété. Comme le disait Baptiste Périssin-Faber ce matin, c'est vrai que c'était un thème qui était jusqu'à peu tabou, mais qui a tendance à revenir aujourd'hui dans le débat public pour différentes raisons. En effet, même si on voit qu'il y a un certain nombre d'avancées, notamment on voit que l'économie circulaire, avec les marchés par exemple de la réparation et du réemploi, c'est aussi quelque chose qu'on a évoqué ce matin, se porte plutôt bien. On peut voir aussi ces dernières années un certain nombre de crises d'ordre écologique, environnemental, social, et également des indicateurs environnementaux à l'échelle globale plutôt se dégrader. On peut penser au franchissement de la 6e limite planétaire, l'eau douce, au printemps dernier. On peut penser au rythme d'exploitation des ressources naturelles qui continue de croître. On peut également penser aux métaux critiques qui sont de plus en plus nombreux. Et c'est sans doute tous ces phénomènes qui ont fait dire au président Emmanuel Macron en août dernier que nous connaissions un grand bouleversement, celui de la fin de l'abondance de ressources énergétiques, également de certaines matières premières. Et c'est à partir de ce constat que nous avons pu réfléchir avec les membres du club sur comment les entreprises géraient ce contexte et pouvaient mener une transition et s'adapter. Donc pour cela, nous avons pu nous appuyer sur un certain nombre d'études prospectives qui sont réalisées par différents acteurs, et en particulier l'étude Transition 2050 qui a déjà été évoquée ce matin, qui a été menée par l'ADEME. Donc cette étude présente 4 scénarios types pour atteindre la neutralité carbone en 2050, et elle conclut que l'atteinte de cette neutralité carbone dépend d'un facteur clé qui est la diminution de la demande d'énergie. Et donc qui est de l'ordre de 25% à plus de la moitié selon les scénarios. Et cette réduction de la demande d'énergie, elle dépend de 2 leviers principaux. La sobriété, justement, qui correspond à une remise en cause de nos modes de vie, de nos besoins, et donc de nos modes de consommation et de production. Et l'efficacité énergétique, qui correspond au fait de dépenser moins d'énergie pour produire ces biens et services.
Toutefois, l'ADEME conclut que l'efficacité énergétique se heurte à des limites physiques, notamment celles des technologies disponibles, et que les scénarios qui misent exclusivement, ou en tout cas davantage sur l'efficacité énergétique, eh bien, peuvent s'apparenter à une fuite en avant et un pari risqué, donc c'est le cas pour les deux derniers. Au contraire, les scénarios 1, génération frugale, et 2, coopération territoriale, misent plutôt sur la sobriété et laissent une place très importante au modèle économique de l'allongement de la durée de vie des produits, avec une diffusion des low-tech, avec une généralisation de l'éco-conception, avec une généralisation de la réparation, du réemploi. Également la question de la relocalisation de certaines activités avec du Made in France, voire de l'écologie industrielle et territoriale. Et également le fait que les entreprises intègrent progressivement dans leur business model l'économie de fonctionnalité. Alors tous ces concepts font écho également à ce qui se passe du point de vue de la réglementation. On a la chance en France d'avoir depuis 2020 la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a instauré un cadre plutôt favorable au déploiement de l'économie circulaire. Mais aujourd'hui, les regards se tournent plutôt vers l'Union européenne, dans le cadre du pacte vert pour l'Union européenne et qui se décline en plan d'action sur l'économie circulaire, avec notamment 3 grandes initiatives qui ont également été évoquées ce matin. La première, donner aux consommateurs les moyens d'agir pour la transition écologique. Donc il s'agit de faire des consommateurs des citoyens éclairés, en travaillant sur la transparence, en luttant contre le greenwashing, contre l'éco-blanchiment. Comme l'a bien précisé Thierry Libard, et comme l'a fait dans une note le CESE, donc le Conseil économique et social européen, c'est un prisme intéressant mais qui est insuffisant puisqu'il faut aussi réglementer directement les activités des entreprises. C'est ce que propose de faire l'initiative Faire des produits durables la norme. Donc là, il s'agit d'édicter réellement des normes d'éco-conception pour faire en sorte que tous les produits mis sur le marché unique soient plus durables, plus réparables, plus recyclables, également moins consommateurs d'énergie. Et enfin, la dernière initiative, Right to Repair, ça concerne plutôt l'aval, une fois que le produit est mis sur le marché, pour favoriser le réemploi et la réparation partout où cela est possible. Ces différents leviers, on peut déjà constater que des entreprises les mettent déjà en œuvre de manière volontaire, notamment dans le cadre de la réparation et du réemploi, avec des actualités fortes encore cette année. Pour la réparation, on peut noter au moins 2 phénomènes qui me semblent intéressants. Le premier, c'est vraiment une diversification des modèles avec une véritable déclinaison des services de réparation. On a aujourd'hui des services de réparation à domicile, en atelier, également des corners de réparation dans les grands magasins. On a toujours aussi qui se développent de l'accompagnement à l'auto-réparation, avec des kits d'auto-réparation, avec des outils de diagnostic des pannes à distance qui sont de plus en plus performants, et également de la réparation en visio, donc avec l'exemple de Spareka ou SOS Accessoires, donc un modèle intermédiaire qui permet donc de répondre à de plus en plus de cas de consommateurs selon leur budget, selon leur autonomie, selon l'urgence des pannes, et d'y répondre. Le second aspect intéressant avec la réparation, c'est qu'on voit se diffuser un certain nombre de bonnes pratiques, notamment grâce à une étude de l'ADEME d'il y a quelques années. On a pu repérer les principaux freins à la réparation, en particulier le prix, puisqu'on sait que le prix de la réparation, le coût de la réparation devient dissuasif dès lors qu'il dépasse un tiers, 30 à 40% du prix du rachat du neuf, puisque dans ces cas-là, le consommateur préférera racheter le produit neuf plutôt que réparer. Mais il y a également toutes les questions du manque d'information, les craintes sur le professionnalisme, les craintes sur les garanties. Et on voit vraiment se diffuser un ensemble de bonnes pratiques qui permettent de lever ces obstacles. Donc le fait, par exemple, de proposer des garanties de 6 mois, voire davantage, le fait de mailler le territoire avec des solutions de réparation à proximité dans toutes les grandes villes. L'autre aspect aussi, c'est en ce qui concerne le reconditionné. Il y a aussi eu des actualités très intéressantes cette année, notamment l'étude de l'ADEME qui a déjà été évoquée, qui permet de mettre un chiffre sur le bénéfice environnemental du reconditionné. Donc pour un smartphone reconditionné par rapport à un smartphone neuf, c'est 77 à 91% d'impact chaque année en moins, selon l'indicateur environnemental que l'on prend. Donc vraiment une avance, un bénéfice conséquent. Mais l'ADEME a aussi permis de donner certaines clés pour faire varier cet impact à la hausse, puisqu'en effet, ce bénéfice environnemental dépend de certains facteurs, notamment le fait, par exemple, d'ajouter ou non
des accessoires en plus de l'équipement reconditionné, le fait de changer les pièces, et est-ce que ces pièces sont neuves ou est-ce que ce sont des pièces d'occasion. Également le lieu d'approvisionnement et le lieu de reconditionnement qui comptent aussi sur l'impact final, ou encore le packaging. Et on voit donc tous ces acteurs du réemploi pouvoir continuer d'améliorer leurs pratiques. Si l'impact est toujours positif, on peut toujours aller plus loin pour améliorer cet impact. Et le second aspect intéressant avec le reconditionné, c'est qu'initialement, c'était un secteur qui était très très fort sur le multimédia, en particulier les smartphones. On voit réellement maintenant des acteurs s'affirmer et confirmer leur puissance, donc notamment dans l'électroménager. On voit également des acteurs du bricolage comme Leroy Merlin, ou même pour des produits beaucoup moins réparables comme les imprimantes, avec par exemple Bureau Vallée qui développe à l'échelle locale des filières jet d'encre. Au-delà des actualités dans la réparation et le réemploi, on peut également constater qu'il y a des innovations en faveur de la durabilité dans tous les domaines, dans tous les secteurs, y compris certains qui sont peu ou pas réglementés du tout et concernés par les mesures de la loi AGEC. On peut penser par exemple au monde de la bagagerie. Dot Drops, donc, qui est un membre du club, a sorti une valise qui est éco-conçue, qui est garantie 20 ans, qui est auto-réparable avec un seul tournevis et dont la fin de vie est déjà intégrée au modèle. On peut penser également à l'immobilier, avec par exemple le secteur. Il faut savoir que le secteur de la construction est responsable de 70% des déchets en France. Des acteurs comme Novaxia, à travers leurs investissements, vont plutôt favoriser la rénovation, le recyclage urbain et ainsi permettre d'éviter en grande partie ces déchets. Et on peut voir également des acteurs promouvoir un modèle de société, un modèle d'entreprise différent. C'est le cas des Licornes, donc c'est un collectif de coopératives qui promeuvent ce système et donc qui portent des valeurs importantes en termes de durabilité, mais également en termes de démocratie, en termes de solidarité, et qui, à travers leurs différentes activités donc de chaque coopérative membre de ce collectif, entendent répondre aux besoins des Français, qu'il s'agisse de fourniture d'énergie, d'électronique, de téléphonie ou également de mobilité. Et la mobilité, c'est justement aussi un enjeu important dans lequel la durabilité a son rôle à jouer. On a tendance à traiter souvent la transition de la mobilité sous le seul angle de la transition énergétique, mais la durabilité peut également avoir un impact important. On peut penser par exemple au rétrofit. On a la chance d'avoir un digne représentant du rétrofit dans le club de la durabilité, donc avec Rev Mobilities. Donc le rétrofit, ça consiste à convertir des moteurs thermiques en moteurs électriques pour conserver l'ensemble du véhicule, mais passer à l'électrique qui est bien moins polluant que du thermique. Et donc, grâce à une étude de l'ADEME, on peut voir que cela permet des économies de gaz à effet de serre de l'ordre de 50%, voire davantage selon les modèles de voitures. Et l'autre aspect que l'on peut constater également avec l'allongement de la durée de vie des produits dans la mobilité, on peut par exemple prendre le cas du pneu Uptis de Michelin, qui est un pneu sans air et qui se veut increvable et qui permettrait donc par exemple d'éviter les 200 millions de pneus qui sont jetés chaque année en raison d'une crevaison. Donc là encore, voilà, on peut voir des initiatives et des innovations très intéressantes dans les différents domaines, y compris la mobilité. Mais comme on l'a dit en introduction, avec toute cette question de la sobriété, il ne s'agit pas seulement de produire des produits plus durables, des biens plus durables, mais également de réfléchir à comment en produire moins et comment les commercialiser différemment. Et c'est là toute la promesse de l'EFC, de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui repense l'articulation entre l'offre et la demande, où l'offre s'adapte beaucoup plus à la demande. On passe de modèles qui reposent sur la vente de biens en volume à des modèles qui vont s'intéresser à la valeur d'usage, aux effets utiles, notamment en ajoutant des services justement pour répondre à un besoin des citoyens plutôt que de vendre un grand nombre de biens. On a quelques dignes représentants également de l'économie de la fonctionnalité dans le club. On peut penser à Common, par exemple, qui fait de la location longue durée sur les équipements électroniques et qui a notamment sorti un Frankenphone pour Halloween. Donc c'est un téléphone qui a été fait à partir de pièces détachées de Fairphone 2 qui était donc autrefois en circulation. On peut également penser à Adopt un bureau, donc, que vous avez eu l'occasion de voir ce matin, qui propose sous différents modèles de location, de rachat avec reprise, garantit du mobilier robuste et qui garantit donc
dans chaque cas, et quoi qu'il en soit, eh bien, une seconde vie, une troisième vie, voire une quatrième vie de ces produits. On peut également penser à Resilian, par exemple, qui propose aux entreprises d'optimiser leur flotte informatique, à la fois sous l'angle environnemental et économique, et notamment via le fait de s'équiper en reconditionné. Alors si toute cette dynamique servicielle est très prometteuse et intéressante, notamment justement pour faire cette transition et développer de nouveaux leviers de création de valeur pour que les entreprises restent pérennes en vendant moins de produits, eh bien, on peut s'apercevoir, comme le confirme l'ADEME, que c'est aujourd'hui plutôt un modèle économique en émergence qui reste encore minoritaire, mais en tout cas dont il va falloir suivre l'évolution de très près dans les prochaines années. Outre la question de ces modèles économiques, on peut aussi s'intéresser à l'impact des dispositions qui sont entrées en vigueur ces dernières années, en particulier l'indice de réparabilité dont on a déjà beaucoup parlé ce matin, qui est une des mesures phares, si ce n'est la mesure phare de la loi AGEC. On peut s'apercevoir que c'est une mesure absolument capitale, hein, comme le confirment les sondages. Une très grande majorité de consommateurs considèrent que l'indice de réparabilité est un indice important pour leur décision d'achat. On peut également voir que les notes sont plutôt cohérentes, notamment Fnac Darty a confirmé la cohérence des notes pour les lave-linges en comparant donc, les notes d'indice de réparabilité avec le retour SAV. Néanmoins, et cela a aussi été évoqué ce matin, il y a des pistes d'amélioration importantes, des limites à cet indice. Si on se base sur les études d'évaluation de l'ADEME, de HOP ou de l'UFC Que Choisir, déjà on peut constater que les notes sont globalement assez élevées. La grande majorité se situe entre 6 et 8. Également, la contre-expertise de HOP avait mis en lumière que beaucoup de notes étaient surévaluées par rapport à la contre-expertise. Et ainsi, voilà, on peut trouver quelques pistes d'amélioration. Par exemple, on pourrait imaginer une pondération différente des critères, et notamment le fait de lier les critères entre eux. Puisque, par exemple, un produit pour lequel les pièces détachées sont disponibles, mais qui n'est pas démontable, eh bien, la réparation est impossible. La réciproque est évidemment également vraie. On peut également penser à demander davantage de transparence, de sorte à ce que le consommateur, dès l'achat du produit, puisse anticiper de potentiels obstacles à la réparation, puisse également demander des comptes aux fabricants si il s'avère qu'un des engagements pour lequel le fabricant s'est octroyé des points n'est pas respecté par la suite. Et il y a également la question qui est importante sur l'indice de réparabilité de son application en termes d'affichage. Là, la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a fait une enquête d'ampleur nationale en 2021 et a tout de même révélé que plus d'un établissement sur deux qui avait été contrôlé présentait des non-conformités. Et c'est notamment ce qui a poussé HOP en début de mois à mener une campagne « Mais où est l'indice ?» pour apposer des stickers « Où est l'indice ?» aux endroits où il aurait dû figurer et où il était absent. Un des grands enjeux qui s'est révélé cette année, c'est notamment sur le réemploi, et c'était l'objet de la dernière table ronde, puisqu'en effet, le réemploi, on peut dire, il est presque victime de sa croissance fulgurante ces dernières années, et notamment puisque les acteurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, et en particulier Emmaüs, ont alerté sur le fait qu'ils connaissaient une diminution des dons, en quantité mais aussi en qualité, et qu'ils imputaient cette diminution des dons en partie au fait que de nouveaux acteurs marchands investissaient le marché de l'occasion et du réemploi, notamment en créant des offres de rachat, des offres de reprise, de nouveaux circuits de commercialisation. Alors cela a évidemment donné des échanges passionnés et passionnants au sein du club, puisque ces nouveaux acteurs marchands, on a pu le voir d'ailleurs lors de la dernière table ronde, ne s'estiment pas vraiment concurrents et opposés à l'ESS, au contraire. Et il s'appuie notamment sur deux chiffres. Premièrement, la question de la thésaurisation, le fait qu'il y ait énormément d'équipements qui dorment dans les tiroirs des Français. On sait qu'il y a par exemple plus de 110 millions de téléphones portables qui sont dans les tiroirs des Français et qui ne sont pas aujourd'hui remis sur le marché. C'est le cas de beaucoup d'autres équipements. Et donc, en l'absence de collecte qui serait généralisée, de moyens de capter ce gisement, les acteurs tentent de créer des phénomènes incitatifs pour ces équipements qui, dans tous les cas, ne seraient pas donnés. Et le second aspect qui a également été évoqué ce matin, le second chiffre, c'est l'allocation du gisement qui est aujourd'hui collecté par les éco-organismes. C'est seulement 2% du gisement dans les équipements électriques et électroniques qui est réorienté vers le réemploi, seulement 1% dans le cadre du mobilier.
Et ce que disent les acteurs, le retour des acteurs, eh bien, c'est qu'il y aurait moyen de faire beaucoup plus, d'augmenter ces pourcentages et qu'une bonne partie du gisement pourrait être eh bien, orientée vers le réemploi plutôt que vers le recyclage ou plutôt que vers la rénovation, la revalorisation énergétique. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas du tout de ne pas prendre en compte l'alerte de l'ESS, qui évidemment a des externalités positives sociales extrêmement importantes, mais il s'agit aussi de penser qu'on aurait probablement des leviers et les moyens d'irriguer l'ensemble des acteurs du réemploi bien davantage que ce que nous faisons aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit que les acteurs marchands aujourd'hui ont à cœur de pouvoir travailler avec l'ESS. Back Market le disait, avec des circuits de commercialisation particuliers. Le Bon Coin également a une fonctionnalité don qu'il souhaite beaucoup mieux orienter vers l'ESS. Et donc, il y a probablement ces deux thématiques à creuser. Celle du gisement, de la collecte à développer, et celle ensuite de l'allocation de la collecte vers les acteurs du réemploi plutôt que le recyclage. Et cela passe notamment par peut-être de nouvelles filières également de démantèlement, peut-être pour séparer les pièces détachées fonctionnelles d'autres pièces qui ne le seraient pas. Et les pièces détachées, justement, c'est aussi et toujours eh bien, un immense sujet pour le monde de la durabilité, à différents niveaux. Premièrement, c'est la question de la disponibilité des pièces détachées, de l'accès aux pièces détachées. Normalement, le Code de la consommation garantit que tout acteur de la réparation et du reconditionnement doivent pouvoir accéder à ces pièces détachées. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas et c'est problématique puisque, comme aime le dire Alrik Meneghel, qui est fondateur d'Utopia et membre du club, eh bien, la pièce détachée pour le réparateur, c'est comme la farine pour le boulanger, indépendamment de toutes les compétences qu'il peut avoir. S'il n'a pas accès aux pièces détachées et qu'elles sont nécessaires pour la réparation, eh bien, la réparation tombe à l'eau. Le second aspect, c'est la question du prix. J'évoquais tout à l'heure la limite, en tout cas le fait que le prix soit un obstacle à la réparation. C'est d'autant plus vrai pour les pièces détachées. SOS Accessoires estime que si les pièces détachées dépassent 15 à 20% du coût du produit neuf, eh bien, cela devient rédhibitoire. Et grâce au baromètre Fnac Darty de cette année, on peut avoir un certain nombre de données sur cela. On voit que, par exemple, dans le cadre du gros électroménager, 7 à 8%, c'est un coût qui paraît acceptable. Mais dans le cas de la catégorie des télés, par exemple, eh bien, c'est un coût qui devient totalement rédhibitoire pour la réparation, entre 25 et 57%. Évidemment, les consommateurs préféreront racheter du neuf plutôt que payer ce prix-là pour des pièces détachées. Pour diminuer ce coût des pièces détachées, il y a tout de même un certain nombre de solutions. Il y a le fait de recourir à des pièces détachées d'occasion. On l'a vu également que ça a un impact environnemental favorable. La loi commence à favoriser cela. On voit également de plus en plus d'acteurs s'y lancer. Là aussi, c'est une piste très prometteuse à l'avenir qui va très probablement se développer et qu'il faut suivre de près. L'autre alternative intéressante, ce sont les pièces compatibles, les pièces génériques. Aujourd'hui, des fabricants, souvent en Asie, comme pour les pièces constructeurs d'ailleurs, savent reproduire des pièces totalement compatibles avec les appareils. Néanmoins, ces pièces génériques font face à un certain nombre d'obstacles, notamment logiciels, c'est ce qu'on appelle la sérialisation. Il y a aujourd'hui des fabricants qui lient une pièce d'origine avec l'appareil d'origine, avec un logiciel, et cette pièce ne peut pas être remplacée sans passer par les circuits officiels du fabricant. Ce qui fait que si cette pièce est remplacée par une pièce même tout à fait compatible et tout à fait performante d'un point de vue technique, l'appareil rencontrera des dysfonctionnements. Donc ça aussi, c'est normalement interdit par la loi, mais ce sont des pratiques dont les témoignages des différents acteurs, les réparateurs comme les reconditionneurs, témoignent que ce sont encore des pratiques courantes. Et d'ailleurs, l'association Eurofas, qui fait du plaidoyer pour le reconditionnement à l'échelle européenne, encourage l'Union européenne à réellement protéger et encadrer ce recours aux pièces génériques. Et le dernier point sur ces pièces détachées, si on pousse le curseur jusqu'au bout, ce serait la question de la standardisation. Puisque évidemment, si on standardise un certain nombre de pièces détachées, on facilite l'interopérabilité, on facilite forcément l'accès aux pièces détachées dans un grand nombre de cas. Et on a pu voir tout de même une tendance émerger
pas encore s'affirmer, mais émerger avec, par exemple, le fait que l'Union européenne ait décrété que le chargeur USB-C devenait le chargeur universel pour les petits équipements électroniques. Donc on peut espérer quand même qu'il y ait une certaine tendance pour les prochaines années. Donc voilà, je vous remercie, j'arrive à la conclusion. Donc, je vous invite évidemment à parcourir ce rapport qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus précis que ce que j'ai pu vous en résumer maintenant. On peut voir un réel engouement pour l'économie circulaire et la durabilité. On peut voir également des pistes de transition prometteuses, notamment avec toute la dynamique de l'économie de l'usage et toute la dynamique servicielle qu'il peut y avoir avec. On voit aussi de nouveaux défis, de nouvelles tensions. Et le Club de la durabilité va continuer à se pencher et creuser ces questions et les approfondir. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, nous, on se fera une joie de répondre, d'échanger avec vous. Si votre entreprise est active dans ce domaine, n'hésitez pas à nous rejoindre pour donner plus de poids à l'écosystème et continuer de cheminer et d'avancer tous ensemble vers plus de durabilité, vers des modèles à la fois soutenables et pérennes économiquement pour les entreprises. Merci.